pour s'en rendre compte. On parle donc de plus en plus de ces fameuses fake news, là aussi, de moyens de les décoder. Et donc, nous allons donc accueillir nos prochains invités qui vont donc aborder ces questions. Donc, j'appelle à me rejoindre Madame Michèle Cotta, journaliste, écrivain, auteur de nombreux livres, dont le dernier, donc paru chez Robert Laffont, Fake News, a été écrit avec le journaliste Robert Namias. J'appelle également Caroline Fayet, qui est une spécialiste donc du décodage de l'influence numérique, qui a fondé le cabinet Boléro, dont elle nous dira, je pense, quelques mots, qui est auteur également de Décoder l'info, comment décrypter les fake news, paru aux éditions Bréal. Robert Namias, qui vient également de nous rejoindre, journaliste, écrivain, et qui participe à l'émission Les Grandes Voix d'Europe 1, et donc qui co-signe avec Michèle Cotta Fake News chez Robert Laffont, et également donc Alexander Samuel, enseignant, chargé de mission par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information de l'Académie de Nice, doctorant en sciences de la vie. Et c'est un débat qui va être animé donc dans quelques secondes par Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Alors je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît, rapidement, de manière à ce que nous puissions commencer notre débat sur donc les fake news et sur l'émergence de ce phénomène, les moyens de les décoder, de les traquer. On a parlé des neuromythes maintenant. Place aux fake news. Voilà, donc merci de prendre place rapidement. Et Jérôme, c'est quand vous voulez, dès que ce sera un petit peu plus calme. Oui, on va attendre 2 secondes. Merci à vous. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints et d'avoir bravé les embarras de circulation de Nice aujourd'hui, avec toutes les manifestations sportives et assimilées qui s'y déroulent. Nous allons parler d'un mot, d'un terme dont vous avez beaucoup entendu parler justement ces derniers jours, fake news. Je signale que pour l'Académie française, fake news se dit aussi infox, I-N-F-O-X. Donc nous utiliserons les 2 termes indifféremment, fake news et infox. Alors d'où vient cette expression qu'on entend tant aujourd'hui? L'information n'a jamais été aussi riche, n'a jamais été aussi abondante, n'a jamais été, on pourra en discuter, aussi sérieuse, n'a jamais été aussi facile à trouver. Et pourtant, en plus de l'information dite classique, il y a des contre-vérités, des fake news, des infox qui occupent régulièrement nos esprits et nos discussions. D'où viennent-elles? Comment se créent-elles? Est-ce qu'on a la possibilité facilement ou moins facilement de faire le tri entre ce bon grain et l'ivraie? Comment reconnaître une vraie information d'une infox, d'une fake news? Pourquoi est-ce que nous sommes parfois irrésistiblement attirés à croire à ces informations, à ces fake news? On va parler de tout cela avec nos 4 invités que je vous représente. Caroline Fayet, vous êtes professeure à HEC à l'école militaire. Vous êtes spécialiste du décodage et de l'influence numérique et vous avez notamment publié en octobre dernier aux éditions Bréal un livre qui s'appelle Décoder l'info, comment décrypter les fake news. On est donc avec vous en plein cœur du sujet. À vos côtés, Alexander Samuel, juste à ma droite, vous êtes enseignant au lycée professionnel Léon Chiris à Grasse et vous êtes également en ce moment chargé de mission au Centre pour l'éducation des médias et de l'information de l'Académie de Nice. Donc vous nous aiderez aussi à faire le tri dont je parlais. Au bout du rang, Michèle Cotta, vous êtes né à Nice, vous êtes bien connu dans la région, vous êtes journaliste, vous êtes passé par l'Express, Le Point, Radio France, le service public, vous avez été patronne de l'information de TF1, tout comme votre voisin, Robert Namias, niçois aussi d'adoption, qui a été il y a quelques années le patron de Nice Matin. Vous êtes passé aussi par RTL, Europe 1, vous avez succédé quelques années après à Michèle Cotta à la tête de l'information de TF1. Et vous êtes là tous les deux parce que vous venez de publier un livre qui s'appelle Fake News, tiens, aux éditions Robert Laffont, qui est un thriller, un roman de science-fiction ou d'anticipation, de politique-fiction, où les fake news ont un rôle absolument essentiel parce que c'est de là que tout part et que tout finit très mal. On en parlera un petit peu plus tard pendant le débat. Alors, je vais vous poser une question toute bête, Caroline Fayet, et vous aussi, Alexander. Qu'est-ce qu'une fake news? Comment naît-elle?
Et pourquoi une fake news, une infox se propage-t-elle ou t-il aussi rapidement? Alors, une fake news, ça n'est qu'un nouveau mot pour décrire quelque chose qui a toujours existé. On est tous d'accord là-dessus. La rumeur, la désinformation, la propagande. La manipulation. La parodie. Hein, on avait même un nom sur Internet, au départ, on appelait ça les hoax. Ça existait déjà. Pourquoi un nouveau nom? À peu près à l'époque du Brexit et l'élection de Trump, parce que ça a été une façon pour les médias de désigner un fléau qui correspond à l'apparition d'informations truquées, falsifiées, qui se faisaient passer pour de l'information officielle. Là où Trump a brouillé les pistes, c'est quand il a accusé les médias eux-mêmes d'être de l'information falsifiée, truquée. Et du coup, le terme false, qui au début veut dire information détournée, falsifiée, s'est élargi pour parler d'informations fausses, qui devraient se traduire par false, normalement, en anglais. Donc le terme a pris une acception beaucoup plus large pour désigner toutes les formes de désinformation assistées par ordinateur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une appétence particulière du public, de nous-mêmes, de jeunes, de moins jeunes, de gens éduqués, de gens moins éduqués, pour les fake news? Autrement dit, est-ce que consciemment ou inconsciemment, on essaye de trouver, de croire ces manipulations, ces infox? Alors, très souvent, on va avoir des opinions politiques, une identité, une personnalité, des intérêts, et on va généralement préférer les informations qui vont dans notre sens. Et on va pas nécessairement vérifier le contenu d'une information. Très souvent, les informations de nos jours, quand elles sont partagées sur les réseaux sociaux, et quand on les lit, on ne va lire que le titre. Je crois qu'il y a une étude récemment qui montrait que sur les partages sur Twitter, par exemple, 60% de ce qui était retweeté l'était sans qu'on ait même lu le contenu de l'article qu'on retweet. On a juste retweeté le titre. Donc, généralement, on va s'arrêter au titre et on va prendre que l'information qui nous plaît, sans même exercer d'esprit critique dessus. Donc, on a tous un esprit critique, on est capable de détecter les fake news. Mais est-ce qu'on l'exerce? Pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de croire en ceci ou de vouloir propager ceci, sciemment ou inconsciemment. Donc c'est notre niveau culturel, c'est ce en quoi on croit profondément qui va influencer consciemment ou inconsciemment le crédit qu'on va apporter à une information ou à quelque chose que l'on lit ou que l'on apprend. C'est ça que vous suggérez? Oui, on le voit, hein, il y a beaucoup de fausses informations qui sont propagées parce qu'on a envie de nuire à telle personne. Et je vais prendre un exemple très récent. Si on prend l'histoire de Marine Le Pen sur les 36 € sur le SMIC, il va y avoir une accusation de fake news dans deux camps. Ceux qui vont être contre Marine Le Pen, ou qui vont se positionner un petit peu contre, vont dire qu'elle a menti, qu'elle s'est trompée. Et j'ai vu alors des articles sérieux, de journaux sérieux, qui vont être intègres et qui vont tout expliquer. Les 36 €, comme Marine Le Pen a dit, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, dans un débat, elle a dit le SMIC serait à 36 €. En fait, il y a un vrai 36 € qui existe. C'est le coût employeur de la main-d'œuvre. Et ce chiffre, il est disponible. Il y a un article, je crois que j'ai vu dans le Figaro, qui l'explique très bien, qui le source, qui vous donne la source, qui vous montre d'où vient ce chiffre. Par contre, il y a énormément de journaux qui vont écrire Marine Le Pen ne connaît pas du tout le montant du SMIC, elle a aucune idée, elle est déconnectée de la réalité. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne peux pas dire que c'est vrai ou pas. J'en doute un petit peu, je suppose que ce chiffre, elle l'avait vraiment pris là. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire non mais les médias généralistes vous mentent, ou tel média vous ment, essaye de faire passer Marine Le Pen pour le diable alors qu'elle ne l'est pas du tout et la défendent. Donc il y a toujours un petit peu une ambiguïté sur une fake news, et selon le positionnement politique qu'on va avoir, on va avoir tendance à croire une information fausse qui existe dans les deux camps, plutôt que de prendre l'information vraie, qu'il y a eu une confusion, on va dire, si on est plus simple, il y a eu une confusion entre le SMIC, le SMIC, ce qu'on touche, et le coût de la main-d'œuvre, qui est de 36 €. Voilà. Alors, avant de disséquer
la manière que l'on peut avoir de traquer la mauvaise information et de préférer la bonne information. J'ai une question pour vous, Caroline Fayet. Est-ce que les jeunes, vous êtes tous les deux enseignants, sont particulièrement attirés par les fake news, par les infox, ou en tout cas par des canaux d'information un peu différents, qui diraient d'autres choses que les médias traditionnels et en qui ils accorderaient une confiance particulière? Autrement dit, est-ce que les jeunes sont plus sensibles, sont plus fragiles face aux fake news que, disons, des moins jeunes? Si vous permettez, du coup, avant de parler du récepteur, j'aimerais parler de l'émetteur. Parce que justement, de l'émetteur dépend le récepteur. Moi, j'ai identifié 4 types d'émetteurs de fake news. Les premiers, ce sont les partisans d'une idéologie. Les anti-nucléaires, les anti-viande, les anti-ondes, tout ce que vous voulez. Les Donc gens là, ils le font sciemment. Comment ? Ils le font sciemment. Alors, ils vont sciemment, pas forcément créer de la fausse information, mais ne serait-ce que filtrer certaines informations qui, présentées de façon parcellaire, vont effectivement influencer l'opinion. Ceux-là, leur motivation, c'est la défense de leur idéologie. Voilà. Très bien. Ceux-là, et en particulier dans la santé, vont s'appuyer sur des gourous qui peuvent être parfois même des professeurs en médecine, qui finissent en général radiés du Conseil de l'Ordre, mais ça c'est un autre débat. Ceux-là, effectivement, ils peuvent avoir comme tribune les médias eux-mêmes. Et donc, ceux-là vont toucher n'importe qui, parce que sur un plateau, on peut trouver un professeur Joyeux, pour ne pas le citer, qui va être un anti-vax reconnu, avec un professeur, un médecin classique, qui lui va défendre la vaccination. Et du coup, on va se retrouver avec tous nos biais cognitifs, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler pendant ce congrès, finalement, sous l'influence de cette idéologie. La version extrême de cet idéologue, c'est le complotiste. Vous avez tous entendu parler de ce que nous sommes dominés par des reptiliens, que personne n'est jamais allé sur la Lune, que le 11 septembre n'a pas existé. Voilà, ça c'est ma première catégorie, l'émetteur de fake news. Le deuxième, c'est le troll. Le troll, c'est celui qui va agiter la polémique sur Internet juste pour le plaisir de monter les internautes les uns contre les autres. On va passer vite là-dessus, mais lui, sa motivation, c'est le sadisme. C'est une sorte de perversion qui s'exerce sur Internet. Troisième catégorie, et pas des moindres, c'est le pro de l'intox, celui qui fait ça à des fins financières. On gagne de l'argent aujourd'hui en générant des likes, en écrivant des contenus qui vont servir pour les fake news. Vous avez sûrement entendu parler de ces ferma-clics, de ces ferma-contenus qui travaillent pour les intérêts politiques, économiques, pour favoriser l'émergence de certaines informations sur Internet. Donc là, il ne s'agit pas d'idéologues, mais de gens qui veulent gagner de l'argent, faire du fric. Faire du fric et parfois au profit d'intérêts économiques ou politiques. D'accord. D'où les manipulations. Ceux-là vont effectivement toucher n'importe qui dans le processus démocratique, mais en particulier les pros de l'intox qui gagnent de l'argent juste par la publicité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de sites comme le Gorafi, comme mfnews.com, etc., des faux sites d'information qui ne créent des fake news que pour gagner de l'argent. Parce que la fake news, ça fait du clic. Quand vous voyez le Morito est bon pour la santé, il faut en boire 3 fois par jour, une info comme ça ne fait pas voter pour... ça ne sert pas les intérêts de Poutine. En revanche, ça peut effectivement générer des revenus parce que ça fait du clic. Donc ceux-là... Et la quatrième... Ceux-là, ça touche particulièrement les jeunes, les populations effectivement moins éduquées, mais tout simplement aussi parce que ça les fait marrer. Pas forcément parce qu'ils y croient. C'est ça qui est un peu paradoxal. Quatrième catégorie, pardon d'être un peu long. Non, mais c'est très intéressant. C'est tout un chacun. Et là, on remonte à toute la pensée autour de la rumeur, tous les travaux des sociologues sur le fait que on émet nous-mêmes des rumeurs, des fake news sur des choses qui répondent à nos désirs profonds, à nos peurs ancestrales. On discutait de la peur du loup.
Voilà, perdu le loup, une rumeur, une fake news qui peut-être a toujours existé. Oui, le loup mange des enfants, mange des humains. La bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan. Et celle-là, eh bien, elle circule entre pairs. Donc, par exemple, c'est l'ouragan Irma, et là, la panique avec toutes les fake news qui sont apparues à ce moment-là. Et celle-là, elle touche évidemment particulièrement les communautés par cooptation, par propagation. Et ça touche des populations, là aussi, peut-être un peu plus réceptives à l'information qui vient des pairs. Alexander, et peut-être pour alimenter le débat, à vous entendre tous les deux, quand même, Internet et les réseaux sociaux ont accéléré, si ce n'est créé, le phénomène d'infox et de fake news. On est tous d'accord là-dessus? Alors, oui, industrialiser, massifier la propagation, fournir des outils pour créer des fausses images, des fausses vidéos, fournir des outils pour faire des faux profils, ce qu'on appelle des logiciels de persona management qui animent tout simplement, créer des likes et des partages. Mais en même temps, il faut quand même aussi voir le côté optimiste du truc, c'est que depuis la nuit des temps que la rumeur a toujours existé, c'est la première fois qu'on a aussi un outil pour la tracer, pour la quantifier, pour en mesurer l'impact, et donc pour la contrôler. D'accord, Alexander. Oui, bah justement, en parlant de tracer, je voulais proposer des pistes aussi pour pouvoir détecter les fake news, pour pouvoir comprendre d'où elles viennent. Allez-y. Et donc, il y a quelques outils informatiques qui ont été développés. J'aime bien partager un peu avec tout le monde parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu. Des agrégateurs qui permettent, en gros, de collecter, sur Twitter par exemple, pour un mot-clé, l'ensemble des personnes qui vont utiliser ce mot-clé. Par exemple, gilet jaune, on va noter, on va enregistrer à chaque fois que quelqu'un a écrit gilet jaune sur Twitter. On va créer une sorte de réseau, on va voir qui retweet, qui repartage ça, comment ça se propage. Et ensuite, on peut visualiser ça graphiquement. On peut essayer de regrouper toutes ces informations. On obtient un gros nœud de spaghetti avec des petits traits qui partent dans tous les sens. Mais on obtient aussi des gros cercles. Ces gros cercles étant les principales sources les plus influentes dans ces domaines-là. Donc grâce aux nouvelles technologies, on arrive aussi à voir qui est vraiment la source. Et ce qui était très intéressant, j'ai lu ça, un mathématicien qui a fait tourner cet algorithme sur le mot-clé gilet jaune, et les 8 principales sources, je crois que c'est 7 ou 8 sources qu'il a sorties, n'étaient pas localisées en France, de manière étonnante. Les 7 principales sources étaient localisées, 3 étaient aux États-Unis, 1 était en Syrie, et 2 étaient en Russie. Voilà. Je me souviens de ça. Donc c'est assez intéressant de regarder d'utiliser ce genre de logiciel pour voir qui est influent sur un mot-clé, sur un terme, à un moment donné. Je précise que cette étude a été réalisée sur une durée de 3 heures, donc pendant 3 heures, en semaine, je crois que c'était en janvier. Donc c'est pas quelque chose qui est peut-être pérenne dans le temps. Peut-être que si on fait tourner ça pendant 3 jours, 4 jours, on aura d'autres personnes plus influentes. Mais à ce moment-là, c'était ça. Et donc voilà, on peut rechercher les sources, et je trouve que ça c'est une manière de voir qui propage l'info et qui la recrache. Et on disait qu'à une époque, l'information était peut-être partagée beaucoup moins rapidement que maintenant, et c'est justement symptomatique de la manière dont on propage aussi les fake news. Aujourd'hui, on est beaucoup plus grossier. Avant, on prenait un peu plus de temps pour se partager les informations. Donc comme on prenait le temps, on avait le temps de réfléchir, d'exercer un esprit critique. On avait une information qu'on lisait dans un journal ou que quelqu'un nous disait, et puis on en reparlait au repas de famille ou au repas entre amis en week-end, on attendait un petit peu. Aujourd'hui, les informations, on les reçoit, on les recrache. Alors, un petit mot, là on a entendu vérifier la source, on a entendu propager l'information. Finalement, ce qu'on nous demande, c'est d'être un peu journaliste soi-même. Oui, je voudrais réagir un peu à ce qui a été dit depuis le début, notamment sur les émetteurs. Parce que, effectivement, les réseaux sociaux ont créé des phénomènes d'amplification absolument sans précédent depuis très peu de temps. D'ailleurs, en fait, quand on regarde bien, c'est même pas 10 ans, c'est 5 ans, vraiment. L'émergence et la puissance des réseaux sociaux, en particulier de Twitter, qui est plus d'ailleurs véhicule de fake news que Facebook, curieusement. Vraiment, Twitter, c'est par la brièveté, par les 280 caractères, fait qu'effectivement par le fait qu'on ne lit que le titre et qu'on balance et qu'on retweet quelque chose qu'on n'a vraiment pas vérifié parce que le tweet était séduisant en soi, etc. Mais ce que je voudrais dire quand même sur les émetteurs, et après on parlera peut-être de notre projet à nous d'écriture, c'est que
les vrais émetteurs de fake news, outre le fait qu'ils sont très anciens et qu'ils ont très largement précédé les réseaux sociaux, ils sont essentiellement, depuis une cinquantaine d'années en tous les cas, médiatiques et politiques. Et je pense que les deux, dans ce système médiatico-politique tant critiqué aujourd'hui, si décrédibilisé, à tort, mais aussi parfois à raison, il faut bien le dire, je pense que à la fois la presse de manière générale, les médias, les journalistes, nous-mêmes, on doit vraiment balayer devant notre porte. Et que avant de critiquer, de dénoncer les petites manipulations du quotidien sur les réseaux sociaux, je pense que à la fois la presse et les politiques en tant que tels ont une part considérable dans la propagation et je dirais même l'invention du système des fake news. Je voudrais donner deux exemples, pardon, je ne voudrais pas être très long, juste deux exemples, pas très anciens mais très précis. En ce qui concerne la presse, moi je considère comme une blessure terrible d'avoir participé, par exemple, à la fabrication de l'affaire Baudis, qui est une immense fake news, destructrice, qui d'ailleurs... On explique, maire de Toulouse, Dominique Baudis avait été accusé de participer à des orgies, on va appeler ça comme ça, dans sa ville, qui mêlaient à la fois des huiles toulousaines et des jeunes filles et des jeunes hommes de Toulouse. Ça avait duré plusieurs semaines et à la fin des fins, il n'y avait strictement rien. C'était une manipulation de la première à la dernière lettre. Et une manipulation qu'on n'a pas d'ailleurs complètement identifiée, qui venait d'un truand qui était en tôle, un assassin d'ailleurs qui était en tôle, des gendarmes dont les relations avec cet assassin et avec le monde de la presse étaient assez étranges, et puis des relais politiques aussi. Mais enfin, globalement, dans cette affaire, on ne le citera pas par charité, mais un journal a créé une fake news immense qui vraiment a déclenché l'affaire. Un journal sérieux en plus. En décrivant des salles de torture qui auraient permis des soirées sadomasochistes auxquelles aurait participé Dominique Baudis, salle de torture qui n'a jamais existé dans un château qui était décrit de A à Z. Donc je crois que c'est très important. Et ça, c'était avant les réseaux sociaux, vous faites bien de le dire. Absolument. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Absolument. Et je voudrais donner comme autre exemple, et je m'arrêterai, pardon, c'est l'immense fake news, évidemment, des Américains, de Dick Cheney, et de la fabrication d'armes de dissuasion massives, ou chimiques, ou nucléaires, selon les jours et selon les heures. On se souviendra de Colin Powell montrant la petite éprouvette dans laquelle il y avait théoriquement une arme chimique totalement destructrice, et qui aurait été prélevée en Irak, et qui a permis, avec l'organisation... Là, on parle de la première guerre en Irak, celle de George Bush père. La fake news, c'est la deuxième. Deuxième. Qui a permis précisément au fils de prendre sa revanche contre Saddam Hussein, de fabriquer entièrement, après des mois et des mois d'inspection plus ou moins bidon en Irak, de fabriquer et de montrer à l'ONU qu'il y avait nécessité absolue de déclencher une guerre, la deuxième guerre du Golfe en mars 2003 en Irak. Et c'est une immense fake news. On aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, je veux dire que il y a plusieurs niveaux de fake news, mais parce qu'aujourd'hui nous sommes immergés dans un monde qui est un monde de mensonges. En réalité, on parle de fake news, mais c'est un monde de mensonges tout à fait généralisé. Mais si le monde politico-médiatique aujourd'hui n'accepte pas à la fois de faire son autocritique et de coordonner la lutte contre les fake news, on n'y arrivera pas. Alors, avant de redonner la parole à Michel Cotta, oui, vous vouliez dire un petit mot, Caroline Fayet ? Oui, je voulais rebondir parce que je m'inscris complètement dans l'analyse de Robert. J'irais même presque plus loin. Finalement, ceux qui parlent le plus des fake news, c'est les médias et les politiques. La loi contre les fake news défend le système électoral alors qu'il y a des fake news sur tous les sujets, et notamment la santé. On parlait tout à l'heure de la vaccination. Et effectivement, mon interprétation, c'est que ça ressemble un peu à un système qui cherche à... Et le terme fake news a été aussi inventé par les médias, et donc désigner ce fléau comme si le système voulait défendre le monde d'avant, se protéger de cette nouvelle forme de prise de pouvoir, qui est un pouvoir beaucoup plus fragmenté, qui est dans les mains, effectivement, de tous ces internautes.
Et quand on voit Le Monde, sans vouloir non plus le citer, mais qui crée le décodex finalement dit quelles sont les sources qui sont légitimes et quelles sont les sources qui ne sont pas légitimes. Ça ressemble quand même à un système qui veut effectivement se défendre, alors qu'aujourd'hui, c'est pas une question de source, c'est une question de manipulation du langage, c'est une question de façon de présenter l'information, etc. Ce serait simple si c'était que des questions de source. Très bonne transition pour aborder le livre qu'ont coécrit Michel Cotta et Robert Namias, s'appelle Fake News. Alors, je vais le résumer très maladroitement et très brièvement. On est dans un beau pays qui s'appelle la France. Tout va bien. La prospérité est au rendez-vous. C'est un calme politique. L'opposition exerce tranquillement son devoir d'opposition. Le gouvernement est stable. Le président est plutôt apprécié. Et tout d'un coup, tout se dérègle. Une série de meurtres et de hautes personnalités de l'État disparaissent. Par exemple, le président du Sénat. Et tout d'un coup, le président de la République est pris dans une cabale, dans une histoire absolument à dormir à coucher dehors. Il est déstabilisé par une puissance extérieure, on ne dira pas laquelle, et cela aboutit à fouler aux pieds la démocratie française, puisque ce président, je vais aller peut-être un peu trop loin dans le livre, est contraint de démissionner. Bon. Et on s'apercevra que ce dont on l'accuse, ce pourquoi on l'accuse, c'est finalement rien. On revient sur ce que Robert Namias évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'affaire Body, c'est-à-dire on a inventé de bout en bout une manipulation pour faire tomber ce président de la République. Alors, d'abord, vous dites que c'est un livre de science-fiction. Est-ce que on fait de la science-fiction ou est-ce que vous avez déjà repéré, vous qui êtes des fins observateurs politiques, aujourd'hui, les prémices, les germes, les petites graines qui pourraient un jour, le plus lointainement possible, espérons-le, amener à cette situation-là? Oui, c'est vrai que le livre était dans une présentation de fiction, donc d'un roman, est un avertissement, parce que on voit bien les différentes catégories de fake news, mais celle que nous avons retenue, nous, est une fake news qui veut nuire, parce que c'est quand même pas seulement des fausses nouvelles, les fake news, c'est souvent des nouvelles inventées pour nuire, et donc diffusées pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi donc pour nuire. Et évidemment, on est parti de ce que nous savions sur la campagne électorale américaine et des interventions sur les votes, pour se dire, et après tout, est-ce que ça ne pourrait pas aller plus loin? Est-ce que maintenant, on ne pouvait pas, avec justement ces éléments, pouvoir déstabiliser un État, un président, une démocratie? Et voilà, et une démocratie. Parce qu'en réalité, je me dis souvent qu'à force de créer comme ça des associations, comment peut-on dire, des lecteurs de ces fake news qui sont bien identifiés, donc repérés, finalement, on arrive à décrire une société complètement éclatée et complètement où chacun suit les informations qu'on lui donne et qu'il répercute. Et donc cette société éclatée, c'est aussi un des grands risques de ces fake news, où chacun s'en va. Et au fond, quand on relit... Chacun s'enferme. Quand on relit le livre de Fourquet, par exemple, sur lequel Le Point vient de faire un numéro spécial, on s'aperçoit que ça n'est pas un hasard, peut-être, si la France est maintenant une juxtaposition de petites communautés différentes qui coexistent, qui sont parallèles sans jamais se rencontrer. Alors, ce qui est terrible dans votre livre, c'est que les médias traditionnels répercutent et amplifient ces fake news. Et qu'à aucun moment dans le rôle que vous prêtez, en tout cas aux chaînes d'information et aux télévisions dans votre livre, il n'est fait une seconde référence à un quelconque prise de recul ou vérification de l'information. On apporte aux journalistes un fait, une histoire, ça devient parole d'évangile. Et c'est ça qui est intéressant et grave, surtout venant de la part de journalistes. Enfin, dans notre livre, il y a la vraie construction d'un fake news qui est justement
tellement fake news qu'il a l'air d'être vrai. Que tout le monde n'y voit que du feu. Or, tout le monde y voit, et elle est bien construite, bien prévue, pour ébranler et pour forcer ce président de la République à démissionner. Donc c'est, si vous voulez, dans l'univers des petits fake news qu'on connaît, celui-là c'est un grand fake news, et on se dit, après tout, est-ce qu'il ne peut pas y avoir partout des déstabilisations de ce genre? Est-ce que maintenant la CIA aura besoin de renverser un président d'Amérique du Sud? Non, on le fait sans armes et simplement à coup de fake news. Et donc, oui, moi je pense que si on va au-delà, c'est une vraie menace pour la démocratie, et que s'il n'y a pas de notre part à tous une vraie attitude de réflexion, de précaution, j'aime pas tellement la notion de principe de précaution, mais en matière d'information, en tout cas, il s'impose. Vous partagez cet avis, c'est-à-dire que les fake news sont un danger et un risque mortel pour la démocratie, pour nos démocraties, Alexander Samuel? Oui, c'est un gros risque, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Moi, je travaille comme chargé de mission à l'Académie de Nice, au Centre d'éducation aux médias et à l'information, et justement, on essaye de former les élèves à ne pas se faire avoir par les fake news, etc. Donc on a un gros travail à ce niveau-là. Mais je vais parler d'une petite publication que j'ai lue récemment. Un des gros provocateurs des fake news, c'est aussi celui qui lutte contre les fake news. C'est assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'on croit aux fake news? Pourquoi est-ce qu'on croit à une information? Parfois, c'est aussi parce que on a déjà vu l'information quelque part. On a une proportion à croire à ce qu'on a déjà vu. Et même si on a déjà vu que c'était faux, on a oublié qu'on avait fait une recherche pour prouver que c'était faux, mais on a retenu l'information. Et le fait de la revoir va nous faire y croire davantage. Et donc, si une formation se cantonnait à expliquer qu'il ne faut pas croire à ça parce que ça c'est faux, ou à démontrer des erreurs, finalement, on risquerait d'être contre-productif. Donc la stratégie qu'on a choisie au niveau de l'académie pour essayer de travailler sur ça, c'est de transformer les élèves en créateurs de médias. En créateurs ? En créateurs de médias. D'accord. Donc on installe des web radios, des web télé, on forme les enseignants à créer des blogs, à créer des journaux, et les élèves vont faire des émissions de radio, de télé, etc. Et en faisant ces émissions, ils se rendent compte de ces problématiques, ils se rendent compte du problème du journaliste, du problème de la source. Mais si on y va en argument d'autorité, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de médias traditionnels ou même de politiques, comme vous le disiez à juste titre, qui vont utiliser leur autorité pour essayer d'imposer ce qui est juste ou faux, le décodex du monde aussi également. Et si on y va par argument d'autorité, ça ne marche plus. Vous êtes d'accord, Caroline Fayet, l'argument d'autorité ne fonctionne pas pour démonter la fake news, l'infox? Ça a toujours été le problème de la rumeur. Pour contrer la rumeur, contredire, ça fait publicité à la rumeur. Donc c'est toujours un dilemme terrible quand on traite la désinformation une fois qu'elle s'est propagée. C'est trop tard presque. C'est pour ça que moi, une des pistes que j'évoque dans mon bouquin, c'est le problème de la déconnexion des élites. Je vais vous donner un exemple très simple sur la vaccination dont on parlait tout à l'heure. 140 ans de consensus scientifique, ça ne devrait pas être un sujet. Le problème, c'est que les gens qui ont entendu parler du danger des vaccins, qu'est-ce qu'ils tapent sur Google? Ils tapent « vaccin danger ». Et là, ils sont ils tombent dans le piège d'un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'en associant ces deux mots-clés « vaccin danger », ils ont 100% de chance de tomber sur des anti-vaccins. Il y a des années, je suis allée voir les laboratoires, les sociétés savantes, les associations de patients, je leur ai dit « nettoyez cette première page de Google, faites en sorte qu'il y ait des gens qui viennent expliquer à quoi sert la vaccination, pourquoi c'est important, etc. 10 ans plus tard, le terrain est tellement miné sur Internet qu'on est le pays du monde où il y a le plus de défiance envers la vaccination. Le pays de Pasteur, quand même. C'est terrible, ça. Donc, c'est terrible. Hein. Et ça, c'est à cause finalement, des acteurs de la connaissance qui considèrent qu'Internet, c'est pour la plèbe ou c'est pour, effectivement, les jeunes et qui ne font pas ce travail de création de contenu et d'optimisation, ce qu'on appelle justement pour qu'il soit influent ce contenu. Si c'est un PDF sur le site de l'Académie de médecine enfoui au fin fond de la page 12 000, ça n'a aucun impact sur le patient, sur le tout un chacun.
C'est-à-dire il faut vivre avec ces techniques, il faut savoir les utiliser à bon escient. Avant de prendre des questions dans la salle, un mot de conclusion de Robert Namias. Oui, je voudrais dire que ce que me dit Monsieur Samuel est très intéressant, parce que je crois qu'il n'y ira que par l'éducation, voire d'ailleurs par le biais de l'éducation nationale, qu'on pourra éventuellement lutter contre ce que nous appelons les fake news du quotidien, celles des réseaux sociaux. Notre propos est moins optimiste, je dois le dire, donc je le dis, dans notre livre, parce qu'au fond, il s'est inspiré de situations réelles, qui sont notamment toute une série d'études et de rapports qui ont été remis au ministère de la Défense. Le plus récent est du mois d'octobre-novembre, remis à la ministre de la Défense, Florence Parly, de 3 experts, qui écrivent noir sur blanc qu'aujourd'hui, les moyens informatiques, techniques, logistiques, de fabriquer au niveau des services de renseignement là, et des États, des fake news majeures visant à la déstabilisation politique, renversement éventuellement d'un gouvernement en place, déstabilisation économique, mise en cause des grandes entreprises mondialisées, et ça se passe en France aujourd'hui, avec des entreprises très connues qui, évidemment, sont très discrètes lorsque ça leur arrive, car ça leur apporte un préjudice absolument considérable. Mais pour ne pas les citer, Safran, Renault et d'autres ont déjà été victimes d'opérations de cette nature, qui ne sont pas un petit virus lancé dans leur système, qui sont des vraies opérations de déstabilisation économique, enfin déstabilisation sociétale, sur les moyens de transport, sur les moyens de santé, de toute nature. Imaginez ce qu'on peut faire en rentrant dans les systèmes informatiques du système de santé français, hospitalier, ou dans les systèmes de contrôle aérien. Bon. Et nous en sommes là, et les rapports disent ceci qui est très impressionnant, et c'est un peu le projet de notre livre, c'est pour ça qu'on a démarré ce livre, c'est que aujourd'hui, c'est si sophistiqué que Jérôme disait finalement la presse a repris, etc. Mais la presse, dans notre livre, certains, en tous les cas pas tous, ont cherché quand même à vérifier, etc. Le montage est techniquement si parfait qu'il n'est plus détectable. Et qu'aujourd'hui déjà, on peut effectivement faire des manipulations qui ne sont plus détectables. Et l'attaque, qui est la manipulation elle-même, a toujours un coup d'avance sur la défense, qui est précisément la recherche du contre. Bon. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être d'une certaine manière assez rassurant, encore que, seules les interventions humaines, à un moment donné, peuvent dévoiler ces fake news majeures. On a déjà eu le cas avec Snowden, avec Assange, qui ont dit voilà ce qu'a fait la CIA, voilà moi j'étais espion à la CIA et voilà ce qu'on m'a demandé de faire. Et dans notre livre, on reprend un peu ce schéma, et finalement, l'opération qui vise à déstabiliser une démocratie comme la France, à contraindre son président à démissionner, n'est dévoilée que parce qu'à un moment donné, je ne dis pas tout, je vous laisse découvrir, mais il y a effectivement une intervention humaine qui dévoile une histoire d'amour, on peut même le dire, c'est une histoire d'amour. Bon, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette situation qui est quand même très gravissime dans ce monde du mensonge généralisé. On est face à des manipulations qui seront de plus en plus difficiles à détecter. Michel, merci. Un petit mot. Non, juste un petit mot pour citer La Fontaine. Il y a une chute un poème de La Fontaine qui s'appelle « Le statuaire, la statue de Jupiter ». Alors il dit, je crois que ça pose tous les problèmes au-delà de la vérité et du mensonge. Il dit « Chacun tourne ses réalités autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. » Je trouve que c'est une citation formidable parce que ça veut dire qu'en effet, il y a chez nous une tentation de céder plus facilement au mensonge qu'à la vérité. C'était effectivement une belle conclusion. Voilà, donc vive. Merci, on vous applaudit. Alors, nous allons prendre peut-être une ou deux questions. Nous en avons une sur la gauche, madame. Bonjour, grâce à tous les... On ne vous entend pas, madame. Bonjour, grâce à tous les intervenants, nous avons bien compris les dangers liés aux fake news. En revanche, est-ce que l'un d'entre eux pourrait revenir sur le lien avec le cerveau et pourquoi notre cerveau aime les fake news, s'il vous plaît? Caroline Fayet, peut-être. Le lien entre pourquoi est-ce que le cerveau
acceptent de croire à une nouvelle que l'on croit ou que l'on sait fausse. Effectivement, La Fontaine le disait très bien, l'homme est de feu pour les mensonges. En fait, il y a plus de 150 biais cognitifs qui sont à l'œuvre dans notre cerveau. Notre cerveau est très paresseux. Et finalement, quand il absorbe une information, il va s'exercer des filtres dans notre processus rationnel. Nous pensons être des êtres rationnels, mais en fait, nous sommes sous l'influence de ces biais qui vont nous amener à interpréter une information d'une certaine façon. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que se faire vacciner, c'est très important, et vous allez avoir un individu qui dit que lui, il met en garde contre le danger de la vaccination. Et bien là, vous êtes sous l'emprise d'un biais de négativité qui fait que quelqu'un qui s'inscrit en faux contre tout le monde vous paraît plus intelligent. Voilà, quand vous lisez Français de souche ou Riposte laïque, il n'y a pas de fausse information, mais il y a une information filtrée. C'est-à-dire on ne vous met que des informations qui vont vous parler de migration, de délinquance, de je ne sais pas quoi. Et là, vous êtes face à un biais de cadrage. C'est-à-dire que du coup, en ne lisant que cette information, vous allez avoir une forme d'interprétation de l'actualité. Quand vous allez chercher l'information d'une certaine façon, je vous parlais de la vaccination, mais ça peut être les compteurs Linky, vous en avez sûrement entendu parler, qui sont très polémiques. Vous tapez, la recherche la plus associée à Linky, c'est danger Linky ou peut-on refuser Linky? Là encore, biais de confirmation, vous tombez sur des gens qui sont contre. Donc en fait, dans votre façon de chercher, dans votre façon de raisonner, vous avez tellement de biais qui s'opèrent que même en pensant être rationnel dans votre analyse de l'info, vous êtes sous influence. Rajoutez à ça l'émotion. L'émotion, moi, c'est mon premier radar à fake news. Quand il y a quelque chose qui me scandalise ou que je trouve ça dégoûtant ou que, voilà, genre l'Alsace-Lorraine qui deviendrait allemande. C'est tellement gros que, effectivement, là, vous devez avoir votre radar qui s'alarme. Mais dans un bouquin d'un sociologue qui lutte contre la désinformation, je suis même tombée sur une fake news dans laquelle il s'était fait avoir, sur laquelle l'eau de Javel serait interdite à l'hôpital parce que le chlore serait pas bon pour la santé ou pour l'environnement. Eh bien, là, je me suis dit, c'est tellement gros ce truc, c'est incroyable. J'ai tout de suite regardé sur Google et je me suis rendu compte que cet éminent sociologue, et pourtant, depuis qu'il lutte contre les rumeurs, les infox depuis des années, s'était fait avoir. Donc l'émotion. Pourquoi l'émotion ? Parce qu'en fait, ça nous remue. Et sur Internet, ce qui va se passer, c'est que si ça nous a émus, on va inconsciemment se dire que ça va émouvoir notre audience. Donc ça va générer du like. Et là, ce qui rentre en jeu, c'est notre vanité. Parce qu'on aime bien avoir des likes sur Facebook ou sur Twitter. Vous voyez tous ces mécanismes-là, ils rentrent en jeu dans votre analyse de l'information et le partage. Merci beaucoup. Une dernière question devant nous. Bonjour madame. Alors, ce n'est pas polémique, simplement je voulais dire à Caroline Fayet que malgré elle comporte aussi une fake news. Par exemple, le professeur Joyeux n'a jamais dit qu'il était contre les vaccinations. Le professeur Joyeux n'a jamais dit qu'il était contre les vaccinations, il les utilise. Par contre, il est contre l'aluminium dans les vaccins, quand on peut effectivement faire des vaccins sans aluminium, et en s'appuyant sur des cas où l'aluminium a généré des pathologies gravissimes. C'est tout. C'est le propre des émetteurs de fake news qu'on appelait à l'Antiquité des sophistes, de jouer à la frontière entre la vérité et le mensonge. Ce qu'il faut voir, c'est l'impact sur les gens. Moi, ce monsieur a peut-être raison. La réalité, c'est que dans sa façon de finalement devenir le gourou des anti-vaccinations, eh bien, on a des gens qui ne se vaccinent plus à cause de ça. Il est contre l'aluminium dans les vaccins. Ce n'est pas du tout pareil. Preuve que le sujet n'est toujours pas purgé. Et polémique. En tout cas, un grand merci. Merci à tous nos intervenants qu'on applaudit très fort. Merci Jérôme Béglé, vous restez avec nous.
Je voudrais également vous signaler que l'ouvrage Fake News, donc de Michel Cotta, Robert Namias, ainsi que l'ouvrage donc de Caroline Fayet, Décoder l'info, comment décrypter les fake news, sont disponibles auprès donc de notre libraire, et je pense qu'ils se feront un plaisir de les dédicacer si vous le souhaitez. Et donc dans quelques secondes, nous allons aborder notre prochain échange.